Pourquoi est-ce important de bien connaître ces vérifications? Eh bien, la première raison, c'est qu'on conduit toujours mieux quand on comprend ce que l'on a entre les mains. Si je connais bien mon véhicule, je serai moins stressé, car je saurai mieux gérer toutes les situations que je vais rencontrer. S'il y a du brouillard par exemple, je saurai allumer mes feux rapidement. S'il pleut, je saurai allumer mes essuie-glaces rapidement, etc. Et la deuxième raison, c'est que le jour de l'examen, les vérifications vous rapporteront 3 points sur votre bilan de compétences. Et je vous rappelle que pour avoir votre permis, il vous faudra minimum 20 points. C'est donc 3 points cadeaux, il vous suffit juste de les apprendre. Surtout, n'oubliez pas de vérifier derrière si l'espace est libre dans votre rétroviseur et dans votre angle mort avant d'ouvrir votre portière. On va commencer par les feux à l'avant du véhicule. On va contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position. Je tourne la clé de contact sans démarrer le moteur et les feux de position se trouvent ici. Donc, je tourne le premier cran et je sors pour vérifier. Alors le bruit que vous entendez justement, c'est une sécurité pour ne pas oublier d'éteindre ces feux dans le cas où on partirait de son véhicule et qu'on les aurait laissés allumés. Alors, les feux de position, on les voit des deux côtés, ils fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Et n'oubliez surtout pas d'aller vérifier à l'arrière, puisque les feux de position sont des feux qui sont faits pour être vus. Et donc vous devez être vu devant et derrière. Donc les deux fonctionnent, sont propres et pas cassés. N'hésitez pas, si le soleil vous gêne, à vous approcher et à faire de l'ombre autour du feu pour bien le voir. Et quand les utilise-t-on, les feux de position? Pour circuler la nuit en agglomération bien éclairée et pour s'arrêter ou stationner sur la chaussée en agglomération si la chaussée n'est pas éclairée et hors agglomération lorsque les circonstances l'exigent. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Contact. Alors les feux de croisement, je vais tourner 2 crans vers la droite. Alors, ils fonctionnent, ils sont propres et pas cassés. Donc vous avez remarqué que l'ampoule du bas, les feux de position qu'on a vérifié juste avant, restent allumés. En fait, les feux s'ajoutent les uns après les autres. Et les feux de croisement, à l'arrière, il n'y en a pas, puisque les feux de croisement sont des feux qui sont faits pour éclairer la route vers l'avant. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Eh bien, diminution de l'éclairage et risque d'être confondu avec un 2 roues. Quelles sont les conséquences en cas d'un mauvais réglage de ces feux? Mauvaise visibilité vers l'avant dans le cas où ils sont réglés trop bas et risque d'éblouissement des autres usagers dans le cas où ils sont réglés trop haut. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Contact. Alors pour les feux de route, je vais d'abord mettre les feux de croisement et ensuite je vais pousser cette commande ici vers l'avant et on voit que les feux de route s'éclairent. Ils fonctionnent, ils sont propres et pas cassés. Ici on remarque que c'est la même ampoule que les feux de croisement, sauf qu'ils s'éclairent plus fort que tout à l'heure. Il y a donc 2 filaments différents dans la même ampoule. Les feux de route, il n'y en a pas derrière, c'est comme pour les feux de croisement, ils éclairent vers l'avant. Dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux? Eh bien pour avertir de son approche, par exemple la nuit à une intersection dangereuse. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard avant. Les feux de brouillard avant sont des feux optionnels et sur ce véhicule-là, eh bien, je ne les ai pas. Dans le cas où notre véhicule en serait équipé, quand pourrait-on les utiliser? En cas de brouillard, de neige ou de forte pluie. Mais vous allez voir, ce n'est pas tout. Dans quel cas peut-on les utiliser en complément des feux de route? Eh bien sur route étroite et sinueuse la nuit par temps clair. Bien sûr hors cas de croisement et de dépassement. On va maintenant vérifier tous les feux à l'arrière du véhicule. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Contact. Je mets d'abord les feux de croisement et ensuite je tire vers moi. Je vois le voyant des feux de brouillard arrière qui s'allume. Allez, c'est parti. Un seul feu de brouillard arrière est obligatoire sur les véhicules, c'est celui de gauche. Et sur ce véhicule-là, eh bien, on n'a que celui de gauche. Donc, on s'approche un peu pour le voir mieux. Donc, il est ici, il fonctionne, il est propre et il n'est pas cassé. Dans quel cas les utilise-t-on? En cas de brouillard et de neige. Mais peut-on les utiliser par temps de pluie? Et non, surtout pas, ça éblouit. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de marche arrière. Je mets le contact
et je vais passer la marche arrière. Donc j'appuie et je fais comme si je passais la première. Allez. Un seul feu de recul est obligatoire sur les véhicules et il est du côté droit, mais nous sur ce véhicule nous en avons deux. Donc les deux fonctionnent, sont propres et ne sont pas cassés. À quoi servent-ils? Éclairer la zone de recul et avertir les autres usagers de son intention de reculer. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Je mets le contact et je n'oublie pas de demander à mon moniteur d'appuyer sur la pédale de frein pendant que je vais vérifier derrière, puisque les feux de stop ne s'allumeront pas tout seuls. Donc on voit bien que les trois feux, ici à gauche, en haut et à droite, fonctionnent, qu'ils sont propres et pas cassés. Quelle est leur utilité? Avertir le véhicule suiveur lors d'un ralentissement ou d'un arrêt. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Absence d'information pour le véhicule suiveur avec risque de collision par l'arrière. Montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'arrière du véhicule. Alors dans ce véhicule, il n'y a pas d'accès ici par derrière, donc il va falloir simplement dévisser cette partie-là pour pouvoir avoir accès aux ampoules. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Ne pas toucher le verre de l'ampoule les mains nues. Allez, maintenant c'est le tour des clignotants. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants gauche, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Allez, je mets le contact, je mets mon clignotant à gauche et je sors. Alors, à l'avant, il fonctionne, il est propre et pas cassé. Le répétiteur latéral fonctionne, est propre et pas cassé. Et à l'arrière, il fonctionne, il est propre et pas cassé. Il y a exactement la même question pour les clignotants droits. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? Une des ampoules ne fonctionne plus, tout simplement. Quand les utilise-t-on, les clignotants? Pour changer de direction, pour démarrer, pour s'arrêter et pour effectuer un dépassement. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour les feux de détresse, pas besoin de mettre le contact, j'appuie sur le bouton et ça marche quand même puisqu'ils doivent s'allumer même quand mon véhicule est en panne. Et je sors. Donc à l'avant, les deux clignotants fonctionnent, sont propres et pas cassés. À l'arrière, les deux clignotants pareils fonctionnent, sont propres et pas cassés. Quand les utilise-t-on, les feux de détresse? En cas de ralentissement important, mais aussi pour signaler le véhicule en panne ou accidenté sur la chaussée. Pour les questions sur le compartiment moteur, il va falloir ouvrir le capot. Donc pour ouvrir le capot, on va d'abord ouvrir la portière. Donc on fait attention derrière. Et une fois que la portière est ouverte, on va tirer la petite commande qui est ici. Et là, on vient de déverrouiller le capot. Mais c'est pas terminé, il y a une sécurité. Si j'essaye de le lever, je vais me rendre compte qu'il ne se passe rien. Donc il va falloir ici que je crochette pour pouvoir le soulever. Ensuite, je vais prendre la tige que je vais mettre ici dans le trou. Et voilà. Montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'avant du véhicule. Pour changer une ampoule, on va accéder par ici. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Eh bien on l'a déjà vu tout à l'heure pour les feux à l'arrière du véhicule, il ne faut pas toucher le verre de l'ampoule les mains nues. Indiqué dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. Alors c'est par ici qu'on va régler les feux. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? Mauvaise vision vers l'avant, risque d'être moins bien vu et risque d'éblouissement des autres usagers. Montrer l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Alors pour le remplissage de l'huile, c'est ici. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? Avec de l'huile moteur de même type, essence ou diesel, ayant des caractéristiques identiques. Quel est le principal risque de manque d'huile moteur? Risque d'abîmer ou bien de casser le moteur. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Pour la vérification du niveau d'huile, c'est cette jauge ici.
En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? Il faut que le moteur soit froid et être sur terrain plat. Où doit se situer le niveau d'huile? Eh bien, entre les repères mini et maxi de la jauge. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide d'assistance de direction. Dans ce véhicule, il n'y a pas de liquide d'assistance de direction, c'est électrique, donc il est inutile de sortir et d'ouvrir le capot. Vous pouvez le dire directement à l'inspecteur. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide d'assistance de direction? Le volant devient difficile à tourner. Que faire en cas de baisse importante du niveau du liquide d'assistance de direction? Voir un spécialiste ou un garagiste. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. C'est ce bocal ici-là et on peut vérifier le niveau par transparence, donc maximum et minimum. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec un moteur chaud? Eh bien on risque de se brûler. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement? Le moteur risque de chauffer anormalement. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. Il se trouve ici et on voit par transparence le niveau qui se situe entre le maximum et le minimum. Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Eh bien on risque d'avoir du mal à freiner ou bien de ne plus pouvoir freiner du tout. Que faire en cas de baisse importante du niveau du liquide de frein? Voir un spécialiste ou un garagiste. Montrez où se trouve la batterie du véhicule. La batterie, c'est là, avec le plus et le moins. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie? Tous les feux ou les accessoires électriques maintenus en fonction lorsque le moteur est coupé. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Remplacer la batterie ou bien utiliser une deuxième batterie en parallèle en branchant les plus ensemble et les moins ensemble. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. C'est là. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un produit spécial en hiver? Eh bien pour ne pas qu'il gèle. Allez, pour refermer le capot, je soulève un peu ici, je tire la tige, je la replace et je la refixe, j'oublie pas. Et ensuite je descends doucement le capot. Et là j'ai deux solutions. Ou à cette hauteur je le lâche et il se ferme, ou je le pose doucement et ensuite j'appuie d'un coup sec. Voyons maintenant l'immatriculation du véhicule. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation et des dispositifs réfléchissants, qu'on appelle aussi les catadioptres. Donc la plaque d'immatriculation est propre, bien fixée, et les chiffres et les lettres sont bien lisibles. À l'arrière, c'est la même chose, la plaque d'immatriculation est propre, elle est bien fixée et les chiffres et les lettres sont bien lisibles. Et les dispositifs réfléchissants sont cette partie-là en nid d'abeille qui fait le tour. Donc le dispositif est propre et pas cassé. Et de l'autre côté, eh bien c'est la même chose, le dispositif est propre et pas cassé. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Ils permettent de rendre le véhicule visible de nuit. Une plaque d'immatriculation arrière à fond blanc est-elle autorisée? Eh oui. Quel dispositif est obligatoire pour rendre la plaque d'immatriculation lisible la nuit? Tout simplement le dispositif d'éclairage. Voyons maintenant le pare-brise et les essuie-glaces. On va contrôler l'état et la propreté du pare-brise. Alors le pare-brise est propre et pas cassé ni fissuré. Est-il possible de faire réparer un impact? Et si oui, par qui? Oui, par un spécialiste, à condition que l'impact ne soit pas plus gros qu'une pièce de 2 €. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Je vais vérifier chaque balai d'essuie-glace un par un. Donc ici, on voit bien que le caoutchouc, on sent bien que le caoutchouc n'est pas abîmé. De même pour celui-ci, le caoutchouc n'est pas abîmé. Et on n'oublie pas le balai d'essuie-glace arrière. Donc c'est pareil, le caoutchouc n'est pas abîmé. Comment détecte-t-on leur usure en circulation? Eh bien, ils laissent des traces sur le pare-brise quand il pleut. Avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise? Dégagez la neige sur toutes les vitres pour bien y voir, mais aussi sur le toit pour qu'en cas de freinage, la neige ne redescende pas devant le pare-brise. Vérifions les rétroviseurs. Contrôlez l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. Le rétroviseur à gauche est propre et pas cassé. Et le rétroviseur à droite est propre
et pas cassé. Qu'appelle-t-on un angle mort? C'est une zone sans visibilité depuis le poste de conduite. Quels sont les 3 principaux dangers représentés par les angles morts? Risque d'accident, gêne, défaut ou manque d'information. Allez, c'est parti pour les pneumatiques. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. Le flanc, c'est le côté là du pneu, et donc il n'y a pas de déchirure ni de hernie. On peut vous poser la même question pour les pneumatiques à l'arrière. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? C'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée, entraînant une perte d'adhérence. Quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques? Eh bien, une usure rapide et anormale du pneumatique. En règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression? Lorsque les pneumatiques sont froids. À l'aide de la notice d'utilisation ou de la plaque indicative située sur le véhicule, indiquez les pressions préconisées pour ce véhicule. Alors, pour vérifier la pression, c'est par ici. On choisit par rapport à la dimension de notre pneu. Nous, il s'agit d'un R15. Donc R15, 2,2 devant et 2,2 derrière quand on n'est pas ou peu chargé. Et 2,5 devant et 3,2 derrière quand on est bien chargé. Montrez où se trouve la roue de secours ou en son absence la bombe anti-crevaison dans le véhicule. Alors la roue de secours se trouve sous le coffre. Voilà, elle est ici avec le cric et la clé. Pourquoi devez-vous vérifier l'état et la pression des pneumatiques? Pour avoir une bonne tenue de route, pour éviter l'échauffement voire l'éclatement, pour éviter l'aquaplanage et pour ne pas augmenter la consommation de carburant en cas de sous-gonflage. Montrez une valve de gonflage d'un pneumatique. C'est ici. Allez, il reste encore quelques questions. Ouvrez la trappe à carburant et vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas faire déborder le carburant, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Vérifiez le contenu du coffre. Alors j'en profite pour vérifier la présence du triangle de sécurité ainsi que de la roue de secours. Ici le coffre est vide, mais s'il y avait des objets, il faudrait qu'ils soient bien répartis, que les objets les plus lourds soient au milieu, que le poids soit bien équilibré et s'il y a des objets qui risquent de bouger, qu'ils soient bien attachés. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre de votre véhicule, quelles sont les précautions à prendre? Augmentez la pression des pneumatiques et réglez les feux avant. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. Alors la sécurité enfant c'est ici, il suffit de mettre la clé de contact à l'intérieur et de tourner. En règle générale, où doit être placé un passager de moins de 10 ans? Eh bien à l'arrière du véhicule.